Entre 1920 et 1931, le compositeur Egon Welles et Hugo von Hofmannsthal sont derrière des opéras qui mènent... Dans chaque opéra, il y avait des morts de princes, rois ou reines. Et beaucoup d'articles universitaires autour de cela concentrent le point sur notamment l'exil. Dans cet article, je vais parler de Welles et de ses opéras dans le cadre de l'Autriche de l'entre-deux-guerres. Et je vais parler de ses affinités avec ses amis et son collaborateur également, Hugo Hofmannsthal, et le lien qu'il y a également autour du philosophe Dieter van Hildebrand. Je vais porter, ou mon article va porter sur deux concepts, notamment l'emphase sur la nobilité. Et le baroque également. Ces opéras représentent des négociations très complexes dans le climat géopolitique complexe en Europe. On parle du passé et il parle aussi de l'Autriche en tant que nation autonome. Et cela a résonné avec le centre la politique du centre-droit de l'époque. Il y avait donc des difficultés à cette époque et sur la scène, il démontrait un désir de cohésion nationale et de continuité avec le passé historique de l'Autriche, qui se voulait quelque chose empreint de conservatisme avec le passé de l'Autriche. Il est né de parents hongrois juifs et Welles et sa femme faisaient partie de la communauté juive. Il faisait partie d'un groupe d'artistes, d'intellectuels et de politiciens, dont le peintre Kokoschka qui a fait le portrait de Welles et autres personnes avec qui il a longuement étudié, à qui ils ont participé à un cercle d'intellectuels viennois. On ne sait pas quand est-ce qu'il a commencé à aborder la question de la pensée catholique, et c'est à l'âge adulte qu'il s'est converti au catholicisme. Et il était associé à un groupe catholique modéré autour de Van Hildebrand, donc du théologue Van Hildebrand. Il s'est exprimé, ou plutôt après qu'il s'est déplacé à Vienne, il a déménagé à Vienne, pardon. Hildebrand était une des grandes personnalités d'un groupe de conservateurs et de penseurs conservateurs et catholiques. Ce groupe nazi soutenait quand même des idéaux conservateurs, entre autres, dont la promotion d'une société chrétienne fondamentale, sur des fondamentaux chrétiens, sur une structure féodale et un rejet de la démocratie également. Au centre de son projet se trouvait également le réveil d'une identité autrichienne qui s'appuyait sur l'histoire catholique impérialiste de l'Autriche lorsque c'était encore un empire. Et Hildebrand pensait qu'en principe la restauration de la monarchie représentait la solution idéale pour l'Autriche et cela permettrait de rassembler tous les patriotes autrichiens. Fin de la citation. Le monarque Habsbourg et l'établissement d'une fédération assez souple a informé cette union culturelle et politique et pourrait se tenir contre une social-démocratie. Et Welles reflète ses sentiments dans un article non publié concernant la musique autrichienne. Dans cet article, il argumente que pour une forme spécifique d'identité autrichienne qui soit catholique, impériale et transnationale et qui s'exprime contre le pan-germanisme. Il parle d'un retour imaginé vers le passé impérial, aussi bien spirituel que littéral. Et la contre-réformation sert de mythe pour sous-tendre cette imagination, cet imaginaire collectif de l'Autriche.
Velech a participé à des réunions hebdomadaires animées par Hildebrand, où les questions philosophiques et culturelles étaient discutées afin d'arriver à une Autriche qui serait plus catholique et réorganisée. C'est ce qu'il souhaitait voir advenir. Et contrairement à beaucoup de groupes de droite, il n'était pas antisémite. De nombreux convertis, juifs assimilés, et dont Hoffman et sa femme, ont assisté à ces réunions hebdomadaires. Et ces réunions faisaient état d'idées très positives et étaient une plateforme contre les pensées totalitariennes. La monarchie, et plus spécifiquement la personne de l'empereur, était perçue comme un protecteur des minorités dans ce pays. Et ainsi, un retour de la monarchie permettrait d'endiguer, ou tout du moins de contenir l'antisémitisme, selon eux. Velech n'a commencé à participer à ces activités qu'après avoir composé son opéra Pré-guerre en 1931. Opéra qui reprenait des thèmes très à cœur pour cette personne. Velech n'a pas parlé de politique dans sa partie autobiographique. En revanche, sa femme l'a fait après sa mort. Il a exprimé une certaine nostalgie pour la monarchie. Et c'est repris dans le sujet de beaucoup de ses opéras. Tous ces opéras utilisent une partie mythique qui utilise une reine, une princesse ou un roi sacrifié pour le bien de ces sujets. Et si on se penche à ces travaux et aux travaux autour de lui, on voit une réelle nostalgie pour le passé impérial de l'Autriche. Velech a notamment écrit son propre libretto, et son travail a été influencé par Hoffman. Après des Dibakaya, donc opéra de Dibakaya, il y a d'autres opéras donc écrits par cette personne, et donc notamment Euripide, un opéra qui suit la structure d'Euripide plutôt. Et il y a eu des révisions apportées ensuite par Velech à cet opéra. L'opéra commence avec Dionysos. Et on parle de son désir de chercher revanche sur Thèbes. Et où il est demandé, l'histoire est assez connue. Et on parle aussi du refus pour Thèbes de reconnaître Dionysos en tant que dieu. L'arrivée de Dionysos menace l'ordre social de la ville avec les femmes qui deviennent folles et qui dansent sur les collines dans la ville de Dionysus. Ensuite, l'ancien roi, Thérésias, suggère que cet apocalypse peut être évité grâce à un sacrifice aux dieux et grâce à une soumission à un ordre plus élevé. Ensuite, Cadmos demande prenez ce Dieu sur votre terrain, sur votre monde, et permettez ce sacrifice. Reconnaissez le pouvoir de Bacchus et vous serez sauvés. Il y a une citation qui dit qu'aucun pouvoir ne peut changer le destin. Les prisonniers sont ensuite libérés lors d'un tremblement de terre. Ce livret n'est pas explicite. Pentheus choisit, malgré l'inévitabilité de sa mort, d'aller à la montagne. Et il dicte ses derniers mots à ses sujets. L'âme de Pentheus a quitté son corps telle une flèche vers l'infini. Et seules ses actions racontent sa vie. René Girard note que le sacrifice est la transférence rituelle de la violence pour quitter
la société et pour s'imposer sur une victime sacrificielle. Via son auto-sacrifice, Pentheus enlève cette menace de destruction pour le peuple de Thèbes via la substitution sacrificielle. On peut éviter la colère de Dionysos. Mais grâce à sa mort, on est capable d'éviter cette colère qu'on ne peut pas nier et ainsi répondre aux besoins des dieux. Plutôt que l'exil, Cadmos et Agave retournent à Thèbes avec le corps de Penthéus et Dionysos s'en va. Cela sanctifie le processus, le sacrifice de Penthéus et allégoriquement suggère que seule la sublimation de l'ego personnel et la soumission à un ordre supérieur peut sauver la société. L'organisation hiérarchique de la société, où ceux qui sont en position de pouvoir sont au service de ceux qui sont leur sujet, est fondamental pour la société conçue par Hildebrandt. Il y a un autre élément qui est nécessaire pour comprendre l'esthétique et l'idéologie de Welesch. C'est Hugo von Hofmannsthal. Hofmannsthal était un ami pour Welesch. Welesch a été introduit à Hofmannsthal dans l'été de 1918 et ils ont développé une relation personnelle et professionnelle. Hofmannsthal et Welesch ont choisi de recréer du théâtre contemporain qui utilise des sujets universels, archétypiques, souvent tirés des mythes, et cherchait à recréer ou réveiller un sentiment autrichien d'identité. Leur conception du théâtre autrichien était liée à la réintégration du baroque autrichien comme un âge doré idéalisé où un art universel servait à revigorer et unifier l'art et la société autrichienne. Michael Steinberg fait valoir que pour Hofmannsthal, le baroque est un style discursif qui était connecté à des idées particulières liées à un passé impérial catholique cohérent. Et via cette représentation théâtrale, ces idéaux peuvent advenir. En 1920, Hofmannsthal a créé des pièces quasi sacrées qui puisaient leur inspiration dans le passé autrichien impérial baroque, et particulièrement en tant que pays catholique. De façon similaire, Egon Welesch a écrit dans sa monographie de 1922, L'origine de la musique baroque, que l'opéra du futur doit s'inspirer des traditions de l'opéra baroque. C'est la nature la plus profonde de l'opéra, c'est la forme la plus naturelle de l'opéra. Fondamentalement, dans le Gesamtkunstwerk baroque, la relation entre la poésie, la musique et la scénographie est complètement résolu et caractérise les conventions du baroque opéra qui sert d'un nouveau modèle. Le musicien autrichien n'a jamais complètement perdu son fondement dans la tradition baroque. C'est pourquoi l'opéra est toujours au centre de leur intérêt musical et c'est ainsi qu'ils pouvaient trouver en quelque sorte un onguent de guérison qui est devenu essentiel pour eux, pour la culture de l'Autriche. Et Welesch écrit que Egon était déjà engagé dans la question de l'idée du festival, le Festspielgedanken, qui a été développé depuis les premiers maîtres du baroque jusqu'à Gluck, et une fois profondément transformé, mène à un futur cohérent. Cette idée a demeuré en lui car elle imaginait de l'art qui trouvait une nouvelle forme, une unité dans la sanctité des mythes et de l'esprit de la musique. C'est dans ces extraits que les concepts de Welesch et Hofmannsthal sont exprimés. L'importance de la tradition du baroque en particulier et la connexion entre l'art et la société. Dans les opéras de Welesch, l'utilisation du baroque, avec ses décisions stylistiques conscientes, était alignée avec les idées philosophiques de Hofmannsthal. Il apparaît clairement que Welesch avait des positions similaires. Il est clair que pour les musiciens autrichiens, après Wagner, eh bien, les musiciens doivent revivre les traditions du baroque qui avaient atteint leur apothéose et leur conclusion avec Gluck. Plutôt, il a essayé de réintégrer et de revitaliser l'opéra contemporain via l'inclusion d'idées et de techniques influencées par le passé, tout en maintenant
une pertinence contemporaine et des attributs stylistiques. Le fait que Welesh opte pour des techniques de l'opéra baroque est apparent dans son traitement de la voix, ce qui s'inspire de son travail sur les opéras de Cavalli. À la fin de Manaïdes, il y a l'invocation rituelle de Hévios, Bromios, Bacchus et Dionysos. C'est en quelque sorte une inversion de la fameuse scène d'invocation de Cavalli il Ghiazzone. Dans l'acte 1, scène 2, Dionysos apparaît sur la scène dans un ensemble de flammes à la tombe de Sémélé. Donc, la première déclaration de Dionysos est un élément de colorature floride au-dessus d'une harmonie quintale. Dionysos commence son aria complexe avec un récitatif accompagnant au sein duquel il explique qu'il va à Thèbes, son lieu de naissance, pour punir Panthéus et Agave pour la mère de sa mort et pour ne pas avoir reconnu son caractère divin. Le premier arioso expressif commence avec Dionysos qui réfléchit de façon lyrique à sa naissance et à la mort de sa mère. Ensuite, la contre-mélodie se déplace vers la clarinette et l'harmonie devient plus dissonante et active rythmiquement alors que la colère de Dionysos par rapport à la mort de sa mère s'accentue. Alors, au sein du complexe des arias et des récitatifs plus larges, Welesh alterne entre un récitatif accompagnant qui est caractérisé par un style vocal disjoint et un accompagnement d'instruments à cordes moins actifs, et des sections d'arioso qui ont davantage une qualité vocale lyrique et des lignes instrumentales qui sont similaires au recitar contando fluide utilisé pendant les premiers opéras. La similarité est mise en exergue via le changement métrique en passant du double au triple, ce qui reflète le changement de rythme qui démarque les sections arioso dans le recitar contando. Sollt ihr meinen Dienst und mein Geheimnis im königlichen Theben meiner Mutterstadt, wo Pentheus frevend trotzt, verweigert mir Zeus Geburt, Gebet und Similarly, in the opening chorus of Act 1, Scene 1, there are a number of De characteristics. façon similaire, dans l'acte 1, scène 1, il y a un nombre de caractéristiques typiques du style de Welesh dans Di Pak Shantinen. Ce qui est le plus évident
C'est son langage musical hautement chromatique qui mixe le triadique, le bi- et polytonal et l'atonal, ce qui n'est pas autant progressif que du travail de son maître, Schoenberg, qui en 1930 écrivait déjà en utilisant des techniques sériales. Le travail de Welesch est moderne harmoniquement. Et malgré le vernis progressif, Welesch utilise certaines techniques historiques tirées de son étude de l'opéra baroque. Et l'ouverture comporte un concertato qui est caractérisé par l'alternance de différentes forces. Puis la section suivante reflète un changement de texture qui fait appel à une autre technique historique, une polyphonie imitative. Bien que contrapuntale, l'utilisation de la polyphonie imitative de Welesch est plus archaïque dans la simple répétition. See the section part B you have drawn from the opening A section. This Alors, very on kind peut of voir simple ici melodic la section B. On voit qu'il y a une répétition mélodique très simple. Des aspects stylistiques et techniques du baroque au sein de l'opéra moderniste, Welesch cherche à créer un opéra qui était universel et qui pourrait servir à créer une communauté imaginée qui liait le présent avec un passé imaginaire. Après la chute de la monarchie des Habsbourg et la désillusion de l'empire transnational multiethnique, beaucoup d'Autrichiens n'avaient pas de sentiment d'appartenance. Et le positionnement de Welesch pendant la période d'entre-guerres à Vienne était précaire alors qu'il naviguait les difficultés politiques de cette époque complexe. Il n'était pas complètement aligné avec les conceptions modernes de la démocratie et de l'égalité. Son engagement légitimiste, conservatif dans les cercles catholiques reflète sa nostalgie pour un passé impérial. L'implication de Welesch dans le cercle politique tournant autour du philosophe catholique allemand et théologue Dietrich von Hildebrand est évident si l'on regarde les concepts qui façonnent son travail. La vénération du baroque, plus précisément en tant qu'âge doré autrichien, et l'exergue qu'il place sur la nobilité en tant qu'agent de protection sociale. Et tout cela est sous-tendu par un désir pour la cohésion sociale, l'unité nationale et une continuité avec un passé historique. Eh bien, ces travaux font écho au positionnement politique de centre-droit de Hildebrand et Hofmannsthal et présentent une alternative conservative au national-socialisme allemand racialisé pan-germanique.